bonjour à tous et merci d'être revenus après le repas pour cet après-midi de cette journée sur l'histoire de l'Afrique à Paris 1. Donc, troisième table ronde, on pourrait dire, sur les objets et thématiques de la recherche en histoire de l'Afrique. Donc, interviendront Samuel Sanchez sur les élites et les autres, sur les royaumes malgaches et les modélisations du 19e, mais vous redonnerez votre titre, et Thomas Vernet sur les élites et les autres et l'Afrique orientale. Et comme je suis président de séance, je vais tout de suite me donner la parole sur les évaluations thématiques dans l'histoire des Afriques. Je vais essayer d'aller assez vite. On en a déjà un tout petit peu parlé et je ne vais pas refaire évidemment l'histoire institutionnelle, mais vous comprendrez quand même, on peut commencer par là, que évidemment donc les deux premiers professeurs dans les années 60, qui étaient Hubert Deschamps et Raymond Mony, qui étaient d'anciens administrateurs coloniaux, avaient évidemment quand même une façon peut-être de voir l'Afrique qui n'était pas exactement la même que maintenant. Et en tout cas, ça a été très bien expliqué, entre autres, par Sophie Duluc dans son habilitation à diriger les recherches, ont joué ce rôle de passeur, dans la mesure où, justement, ils ont réussi eux-mêmes à passer de ce stade d'administrateur colonial à celui d'historien de l'Afrique. Non, je vais rester donc plutôt à partir des années 90, avec cette idée que notre spécialité d'histoire de l'Afrique s'est senti dans ces années-là remis en cause, peut-être justement avec le passage d'une nouvelle génération d'historiens, et puis aussi pas mal, je pense, avec la montée en puissance des pôles nord-américains de recherche sur l'Afrique, qui montaient en puissance de façon extrêmement importante, et cette volonté aussi de sortir de l'africanisme, considéré un peu comme un ghetto, donc de cet africanisme qui est un terme qu'on ne veut plus tellement utiliser maintenant, même s'il sort de temps en temps, où on était dans des spécificités extraordinaires, on n'était pas du tout comme les autres historiens, alors que globalement, donc l'idée, évidemment, maintenant, est au contraire d'essayer d'avancer sur la banalité de cette histoire de l'Afrique, au même titre que les autres histoires d'autres espaces. Alors, je vous ai parlé aussi ce matin du fait que les spécialistes de l'Afrique étaient peu nombreux et que dans ces années-là, ils étaient assez divisés en chapelles concurrentes, en petits laboratoires, avec peu de visibilité. Et effectivement, je pense que ce qui a pu faire changer aussi pas mal les choses, c'est ces regroupements qui ont fait des plus gros laboratoires, une meilleure visibilité de l'histoire de l'Afrique, et la création que j'ai évoquée ce matin aussi du réseau des études africaines en France. Et on peut aussi évoquer, donc noter aussi la présence d'une nouvelle histoire coloniale ou impériale, qui n'est pas forcément, qu'on considère nous pas forcément comme de l'histoire de l'Afrique, mais qui a évidemment complètement changé de tonalité par rapport à l'histoire coloniale à l'époque coloniale. Donc on n'est plus dans la glorification de la colonisation, bien sûr, mais dans son analyse. Et là, il y a des collègues comme Isabelle Surin ou d'autres qui font une histoire de la colonisation qui est extrêmement intéressante et qui permet aussi d'avancer, même si elle est un peu, évidemment, à la périphérie de l'histoire de l'Afrique. Alors, ce que je pourrais dire aussi, c'est que les thèmes ont évolué. Et je vous engage, si d'ailleurs vous voulez avoir plus d'informations sur ce que je vais vous dire, à aller voir sur le site du GIS, du Groupement d'intérêt scientifique Études africaines en France. Vous pourrez télécharger gratuitement le livre blanc des études africaines, qui commence à dater un tout petit peu, puisqu'il a quelques années, mais où, et beaucoup de ce que je vais dire sort de ça, nous avions fait à l'époque une analyse extrêmement complète des revues et des thèses depuis les années 60, et ce, dans toutes les disciplines. Donc là, il y a pas mal de choses à glaner. Donc évidemment, là, aujourd'hui, je ne vous parler que de l'histoire, mais on peut
peut se référer aussi à ce qu'a dit Éric Pem. Dans les années 60, en fait, le gros des thèses, c'est le droit, encore, et l'histoire est encore très peu représentée, parce que c'est simplement une spécialité qui est extrêmement récente à l'époque. Et dans ce moment-là, en fait, et pour reprendre aussi ce qu'a dit Yann, les historiens cherchent à affirmer d'abord l'historicité du continent africain, ce qui n'est pas encore complètement gagné, qui était considéré évidemment à l'époque très globalement comme sans dynamique propre, comme ahistorique, etc. Et on se rappelle que même en 2007, des gens extrêmement illustres à la tête de l'État réussissaient encore à le penser. La primauté de l'écrit, évidemment, dans les méthodes classiques, s'accordait mal avec cet espace qui était considéré comme de culture orale, alors que maintenant nous savons aussi qu'il y a beaucoup d'écrits exploitables. Et les historiens de l'Afrique donc ont été de ceux qui, au départ, ont défendu non seulement la validité des sciences orales, de l'archéologie, de l'utilisation des images, mais aussi ont petit à petit donc trouvé effectivement de quoi se mettre sous la dent en termes d'écrits, y compris parfois extrêmement anciens. Alors parfois locaux, parfois extérieurs, puisqu'il y a eu des voyageurs arabes, etc., qu'on peut exploiter comme source. Mais il y a aussi les fameux tahrir de la boucle du Niger, qui datent de plusieurs siècles et qui racontent par des gens locaux donc l'histoire de ce qui s'est passé localement. Bon, ce que l'on peut dire aussi, c'est qu'il y a eu de gros débats autour de la colonisation, qui sont loin d'être finis non plus, opposant au départ marxistes et non marxistes. Il y a eu des recherches sur les résistances aussi, qui sont apparues petit à petit à la conquête coloniale et sur l'état précolonial et colonial. Et donc, il y a eu un accent progressif qui s'est mis sur les systèmes de pouvoir et les organisations sociales. Mais pendant ce temps-là, on avait quand même toujours aussi à s'opposer à un certain nombre de présupposés, justement, alors à une vision ethnique des populations. Et donc, il a fallu, bien sûr, commencer par déconstruire tout ce vocabulaire colonial. Et ça, je crois qu'on s'est tous acharnés dans nos cours, les uns les autres, à bannir ces termes. Ben oui, en fait, on n'a pas pénétré le continent africain, on l'a conquis. On ne l'a pas pacifié souvent, on l'a réprimé, parce qu'il y avait des gens qui s'opposaient à ça. Et puis, les mots tribus, etc., etc., tout ça, il a fallu arriver progressivement à remettre tout ça en cause, et ça a été un travail qui a été de longue haleine et qui n'est pas du tout terminé. Je pourrais dire aussi la même chose sur le mot ethnie, qui pour moi, personnellement, je sais que je ne suis pas suivi forcément par tout le monde, et est une horreur absolue, parce que c'est un terme essentiellement péjorant. Et donc, dans tous mes cours de licence, je passais un cours entier à essayer de montrer pourquoi, etc. Et donc, l'emploi de ce mot ethnie n'était pas favorable à l'Afrique. Il a fallu s'opposer à cette fameuse rupture entre l'Afrique noire et l'Afrique blanche. Donc, qui a été très longtemps le vocabulaire totalement admis. Déjà, on ne parle plus. Alors, évidemment, entre cette Afrique noire et cette Afrique blanche, il y avait le grand fossé du Sahara. Bon. Sauf que j'étais bien placé, m'étant spécialisé sur le Sahara et le Sahel, pour dire que non, il y avait aussi une histoire dans ces endroits-là, et que donc il n'y avait pas de fossé, mais au contraire une espèce de lien entre une Afrique septentrionale, Pierre Vermeulen tout à l'heure parlait du nord de l'Afrique, ce qui est une bonne expression, et une Afrique au sud du Sahara, subsaharienne, mais qui n'est pas forcément noire, puisqu'il y a beaucoup aussi de blancs, y compris donc pas que des blancs sud-africains, mais des Touaregs, des nomades, etc. Donc l'Afrique noire et l'Afrique blanche, ça ne tient plus. Et puis aussi, il a fallu mettre en place petit à petit une réflexion et essayer de l'imposer sur l'hétérogénéité de l'Afrique. Et vous remarquerez que tous les labos qui se sont créés ces derniers temps, comme l'IMAF à Paris 1, donc l'Institut des mondes africains, ou le LAM, les Afriques dans le monde, etc., cherchent à mettre, en tout cas de plus en plus, les Afriques à la place de l'Afrique, dans la mesure où effectivement, donc, l'histoire de la Somalie n'a absolument rien à voir avec celle du Sénégal, qui n'a rien à voir avec celle de la Libye. Bon, et ça, c'est pas du tout non plus facile à faire avancer, parce que donc les
les idées reçues ont les idées dures, et que parfois c'est assez étonnant d'ailleurs de voir à quel point des gens qui sont leaders d'opinion quelque part, comme les radios ou les télévisions, etc., peuvent ne pas comprendre cela. Il se trouve que, étant spécialiste du Sahel, j'ai été pas mal sollicité par les médias dans les années 2010, etc., et qui m'arrive très fréquemment encore de recevoir un coup de fil de telle ou telle télé en disant voilà, il se passe un truc en Somalie, venez voir, venez chez nous. Je dis oui, mais bon, moi je suis spécialiste plutôt du Mali ou du Niger, etc. Le Somalie, j'y connais rien. Comment? Mais vous êtes professeur de l'Afrique? J'ai dit oui, mais attendez, est-ce que vous demanderiez à un spécialiste historien du Haut-Karabakh de venir témoigner sur les élections présidentielles françaises? Il y a un problème. C'est quand même à des milliers de kilomètres. Bon, voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose tous ces stéréotypes qu'il faut faire avancer et qu'on continue de faire avancer. Mais je pense qu'une partie du travail quand même a été bien faite. Et puis aussi cette image d'un continent isolé, sans lien avec le reste du monde avant la colonisation, qui n'avait rien inventé, et qui avait reçu, qui est un continent récepteur et pas inventeur, ce qui a été mis en pièces aussi par beaucoup d'études. Moi, je cite, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, Jean-Pierre Chrétien, qui a beaucoup travaillé sur la métallurgie à un moment donné, et alors que beaucoup disaient que jamais on avait pu faire du fer en Afrique avant les Européens. Donc ces années 70 et 80, 90 ont été marquées par tout ça, par le refus de l'africanisme, et donc la revendication de la banalité de l'Afrique, hors de tout bagage exotique. Et si vous cherchez un petit peu en vous, même si vous êtes un peu spécialisé sur l'Afrique, eh bien vous remarquerez assez facilement que ce bagage, on l'a tous, ce bagage exotique, et que c'est pas du tout facile de s'en défaire, y compris quand on est historien de l'Afrique, et qu'il faut en permanence travailler dessus pour y arriver. Alors, ce renouvellement, en tout cas du vocabulaire, d'une part, mais ce renouvellement des concepts, s'est accompagné aussi de l'élargissement de la recherche à toute une série de nouveaux objets. Donc, j'en ai noté quelques-uns. Et je vous montrerai qu'on peut le voir justement dans les thèmes des articles de revue ou des thèses. Donc, si on considère l'ensemble de ce corpus qui est très, très important, on s'aperçoit que les thèmes les plus explorés, si on prend 60 à nos jours, ça a été beaucoup le politique, l'administration, la gouvernance, l'économie et le travail, l'espace et le territoire, et la culture, l'identité, l'ethnicité, etc. Et viennent ensuite, en tout cas sur l'ensemble de la période, tout ce qui est société traditionnelle, religion, crise, guerre, violence, colonisation. Alors, dire ça sur l'ensemble de la période, c'est une chose, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça a évolué. Et donc, je n'ai pas voulu te faire de PowerPoint, contrairement à mes voisins, mais j'aurais dû. Donc, les thèmes ont extrêmement évolué. La catégorie politique, administration, gouvernance a énormément progressé, même on pourrait dire de façon spectaculaire. Elle n'était présente que dans 7% des thèmes de thèse et des articles de revue dans une première période qu'on pourrait faire aller jusqu'aux années 70, jusqu'aux années 80-90. Et dans la période à partir de 90-2000, elle représente finalement presque 50% de ces thèmes. Les rubriques culture, identité, crise, guerre, violence ont évidemment aussi fortement progressé, tandis que la rubrique société traditionnelle, et ça c'est une bonne nouvelle, a complètement chuté. La rubrique société traditionnelle donc est passée de quelque chose comme une trentaine de pourcents de thèses ou d'articles qui s'y intéressaient à maintenant pas plus que de 10%. Autrement dit, l'idée de société traditionnelle, avec aussi, une tradition d'ailleurs, est aussi un terme que moi, en tout cas personnellement, je m'emploie à déconstruire en permanence, parce que, comme vous remarquez, tout ce qui est européen est moderne et tout ce qui est traditionnel est africain. Et donc, les sociétés traditionnelles, c'était, oui, voilà, ils étaient bien gentils, mais ils n'étaient pas très évolués. Et ça, maintenant, ça commence effectivement à être oublié. Donc on note aussi la progression des catégories migration, et puis, ce qui est important, la catégorie épistémologie, théorie, méthodologie, qui était assez peu abordée auparavant. Et bien sûr, il y a une montée en flèche aussi du thème sur l'esclavage. Bon.
La mise en perspective donc, de ces périodes permet par ailleurs aussi de voir l'apparition de thèmes émergents, inexistants ou très faiblement représentés dans la première période. Tout ce qui tourne autour de la communication, du droit, de la sexualité et des problèmes sociaux. Et donc, si on va un peu plus large, je crois qu'on peut noter la montée en puissance des études sur les villes, qui étaient assez inexistantes auparavant, des études sur les femmes et le genre, qui commencent à prendre vraiment leur essor, des études sur les frontières et l'espace, sur les mouvements sociaux, la santé, l'environnement, et puis bien sûr, dans le contexte actuel, les systèmes religieux et leurs évolutions, les échanges transnationaux, ce qui va dans le sens effectivement de ce continent qui n'est pas isolé, la place de l'Afrique dans une géopolitique mondialisée. Mais il y a quelque chose qui pêche encore beaucoup, et ça, je pense que tous les historiens de l'Afrique s'en rendent compte, c'est que l'histoire économique, en revanche, s'est complètement cassé la figure. Autrement dit, les économistes travaillent sur l'Afrique, mais ils ne se considèrent pas comme des économistes de l'Afrique. En revanche, l'histoire économique de l'Afrique, qui était encore représentée à Paris 1 par Lendal Melatopor, justement, après son départ, personne n'a repris donc le flambeau. Je voudrais, pour finir, dire un petit mot sur l'état des lieux, quand même, des forces et des lieux de la recherche. Bon. On l'a déjà dit et redit, on insiste peut-être un petit peu lourdement, d'autant plus que la présidente n'est plus là, mais l'histoire de l'Afrique en France est quand même très largement sous-représentée, surtout dans les universités, beaucoup moins maintenant dans la recherche. Donc, dans l'enseignement supérieur, en fait, bon, je ne vais pas vous donner des chiffres très précis ni faire donc de la statistique, mais en gros, ça varie suivant le temps, mais il y a une trentaine maximum, et souvent beaucoup moins, d'enseignants-chercheurs et de directeurs de recherche. Donc, ça fait quand même peu de monde par rapport à l'ensemble des historiens en général. Où se trouve-t-il? Donc essentiellement à Paris 1, donc Panthéon-Sorbonne, à l'IMAF notamment, mais pas que. Et d'ailleurs, il va falloir qu'on débusque tous ces spécialistes de l'Afrique dans les autres disciplines, comme nous disait François Chausson. Donc à Paris 7, à l'EHESS, à Aix-Marseille, et puis évidemment à Bordeaux, donc où ce ne sont pas franchement donc des labos d'histoire de l'Afrique, mais où il y a donc un certain nombre d'historiens qui sont donc nommés. Les chercheurs, donc, je vous l'ai dit, sont mieux représentés, notamment grâce à un recrutement qui a été vraiment boosté ces dernières années au CNRS et à l'IRD. Mais comme d'habitude, forcément, il se retrouve répartis dans peu d'endroits, avec des problèmes parfois pour le CNRS et l'IRD. Le CNRS, notamment, ne voulait pas nommer des chercheurs qu'ils avaient recrutés dans le même labo que celui où ils avaient été formés. Mais il s'est passé des années où c'était un peu embêtant parce qu'il n'y avait pas d'autres labos que ceux où ils avaient été formés. Et donc, on a eu des choses assez amusantes parce que comme l'IMAF a une antenne à Aix, on a vu des gens être obligés d'aller à Aix parce que c'était pas le même endroit, même si c'était le même labo. Enfin, c'était un peu compliqué. Mais bon, au bout d'un an ou deux, les gens sont revenus finalement à Paris. Mais voilà, donc c'est pour montrer que c'est un petit peu compliqué. Et donc, c'est trois pôles en gros, Aix-en-Provence, Marseille, Aix-en-Provence-Marseille, Bordeaux et Paris sont l'essentiel. Même si vous pourrez voir aussi, si jamais vous vous baladez dans le site du GIS, que l'annuaire des chercheurs montre qu'il y a pas mal d'historiens isolés, un peu par-ci par-là, et qui ont du mal en fait à travailler parce qu'ils ne sont pas dans un contexte de recherche tout à fait favorable. Bon, dernière petite chose, ce que l'on peut dire aussi, ça a été dit en partie aussi, c'est que l'histoire de l'Afrique, l'histoire contemporaine en tout cas de l'Afrique est très largement héritière de la situation coloniale, enfin l'histoire d'ailleurs aussi ancienne, et encore majoritairement s'intéresse à l'Afrique francophone. Mais
comme vous l'a dit Anne. Ça bouge beaucoup, même, alors particulièrement à Paris 1, puisque donc Anne s'occupe du Ghana, que l'Afrique ancienne est allée voir dans la Corne de l'Afrique, donc, et qu'il y a par exemple à Bordeaux des gens qui s'intéressent à l'Afrique lusophone. Donc c'est en train de changer, et les héritages coloniaux sont là aussi en train d'être petit à petit oubliés. Pour l'Afrique ancienne, bon, il faut noter quand même qu'il y a alors là une faiblesse qui est pire que celle de l'ensemble de l'Afrique, et donc un recul très net de l'expertise française, particulièrement en Afrique de l'Ouest. Bon. Alors, il y a des travaux qui reprennent au Nigeria, au Maroc, et puis sur l'Éthiopie, bien sûr aussi. Mais il est dommage, évidemment, que l'archéologie à Paris 1, par exemple, ait disparu. On en parlait tout à l'heure. Et qu'il faudrait certainement redynamiser les choses parce que là, il y a un manque flagrant. Bon, enfin, pour finir cet aspect-là, les effectifs restreints des historiens de l'Afrique limitent de fait les offres de formation, puisqu'on parlait d'enseignement ce matin. Et je crois, je parle sous ton contrôle, Anne, que seules les universités Paris 1, Paris 7 et Aix-Marseille Université offrent un parcours complet de formation en histoire africaine depuis le début de la licence jusqu'au doctorat. Donc, ce qui ne fait pas beaucoup d'espace et ce qui, évidemment, ce que nous aimerions bien que les choses évoluent et que ça puisse augmenter. Voilà, donc un petit point sur cette évolution des thèmes et des forces. Et donc maintenant, on va voir des cas plus particuliers. Et je vais d'abord donc passer la parole à Thomas Vernet qui va me redire son vrai titre. Il est là. Tu peux mettre en plein écran. Voilà. On va partager l'écran. Voilà. Ici. Et retourner à mon PowerPoint qui est là. Et voilà, le titre, il est là. Il est peut-être un peu ambitieux, mais il me permettra d'aborder un certain nombre de, disons, quelques exemples des défis qui sont posés à l'historien de l'Afrique, que j'appellerai pour l'instant, de façon prudente, pré-contemporaine. L'objectif de mon intervention, c'est ce qui m'a été demandé pour cette table ronde, c'est de présenter certaines de mes approches pour vous donner, disons tout simplement pour illustrer à travers mon exemple et aussi celui des travaux de Samuel Sanchez, la diversité de la recherche en histoire de l'Afrique à Paris 1. Mais je vous rassure, je ne vais absolument pas aborder tous mes terrains de recherche ou tous mes questionnements. En deux mots, comme vous le voyez sur le titre, je travaille principalement sur la côte orientale de l'Afrique, c'est-à-dire sur le monde swahili, à l'époque moderne. Et je voulais dire, avant d'en parler un peu plus précisément, préciser que je suis, je crois, foncièrement un héritier du CRA et du MALD et de leur successeur ensuite, l'IMAF. J'ai été formé de la licence jusqu'à la thèse au CRA et au MALD, et mon approche du terrain et mes enseignements en sont, je crois, profondément marqués. Et cet esprit, je l'espère, demeure encore aujourd'hui à l'IMAF. Alors, par exemple, à titre d'exemple, et ça a été un petit peu évoqué par mon voisin, Pierre Boilet, également par Jean-Pierre Chrétien ce matin, la focalisation sur l'histoire des sociétés africaines elles-mêmes, leurs dynamiques internes et leurs perspectives, à l'opposé d'une histoire qui serait celle des autres acteurs historiques en Afrique. Nous faisons de l'histoire des sociétés africaines et non pas d'autres acteurs historiques en Afrique, même si, bien entendu, c'est un sujet qui nous intéresse énormément. La mise au jour également et l'étude systématique de l'agentivité, ou agency, comme on dit en bon français, des acteurs africains, ce qui implique notamment de réinterroger systématiquement les relations entretenues entre ces acteurs africains et d'autres acteurs, et en particulier, mais pas seulement, les relations avec les Européens, et systématiquement de revenir sur cette historiographie-là, de la réinterroger,
et en particulier de ne pas sous-estimer par essence la capacité des sociétés africaines, ou à minima de leurs élites, à initier ou à accompagner certaines transformations, à faire des choix, à négocier, à contrôler également, dans certains cas, les interactions. Également à prendre en compte l'hétérogénéité de ces sociétés, mais aussi leurs diversités internes, leurs débats, les conflits internes qui peuvent concerner telle ou telle société spécifique. Bien entendu, cela nécessite d'analyser les sources les plus diverses, même si le croisement des sources peut s'avérer parfois frustrant ou assez infructueux, en particulier la documentation archéologique et la documentation historique qui malheureusement ne se croisent pas toujours. On aimerait bien, surtout dans mon domaine, l'Afrique précontemporaine, mais ça ne marche pas à tous les coups. Quelques mots aussi sur l'archéologie, j'avais prévu d'en parler. Mon intervention va être vraiment centrée sur l'histoire, mais il faut quand même souligner, et c'est dommage, que l'archéologie de l'Afrique s'est beaucoup éloignée de l'histoire de l'Afrique depuis les années 70-80 pour toutes sortes de raisons. Et on peut regretter que, encore aujourd'hui, des frontières académiques ou institutionnelles contribuent à les tenir à distance, malgré les efforts de certaines équipes ou de certaines personnalités. Et c'est notamment le cas à Paris 1, par exemple, dans les maquettes des enseignements, eh bien, en L3, Histoire médiévale de l'Afrique, je ne peux pas recruter d'historiens, d'étudiants inscrits en histoire de l'art et en archéologie. Je les vois en L1 ou en L2, et puis ils disparaissent en L3 parce que les maquettes sont faites ainsi que ça ne colle pas. Bon, il faut quand même souligner des efforts de certaines équipes ou d'une revue comme la revue Afrique, qui est hébergée, Afrique avec un S, qui est hébergée par l'IMAF, dont j'ai l'honneur d'être désormais le rédacteur en chef, et qui s'attelle à rapprocher histoire et archéologie. Et aujourd'hui, nous avons à peu près la moitié de nos articles qui sont des articles d'archéologues. Comme mes camarades, dans la documentation, je suis aussi bien sûr à la recherche des voies africaines. C'est l'un des aspects qui guide notre approche, mais je reste fidèle, là aussi en héritier du CRA, et notamment de Jean Boulet, qui a été mon enseignant, à la critique serrée de la documentation, que cette documentation soit, disons, non produite par des Africains ou qu'elle soit produite par des sociétés africaines. Je ne vais pas revenir sur la question de la fabrique des identités collectives, des questionnements autour notamment de l'ethnie. J'ai été vraiment très profondément, je crois, marqué par les séminaires sur l'identité conduits par Jean-Pierre Chrétien il y a une vingtaine d'années. J'en suis là aussi un digne héritier, qui nous a appris à systématiquement remettre en question ces catégories, mais aussi, et tu l'as dit Pierre, à interroger les traditions. Voilà ce qu'on appelle les traditions, et j'utilise des guillemets, et à sans cesse traquer en particulier l'invention de la tradition, ce qui nous semble les choses anciennes, traditionnelles, etc., dans ces sociétés africaines, et dont il faut faire l'histoire. Et une histoire qui parfois n'est pas très ancienne du tout. On a des traditions qui sont, ou des choses présentées comme des traditions qui sont en réalité très récentes. Bref, ne jamais cesser d'aborder en historien les sociétés africaines, c'est-à-dire à contextualiser et à historiciser avec la plus grande rigueur tout ce qui peut les concerner. Alors en deux mots, voilà quelques images. Je travaille sur la côte orientale de l'Afrique, sur le monde swahili, à l'époque médiévale, mais surtout à l'époque que j'appelle moderne. Et moi, je suis assez à l'aise avec ces termes de médiéval et moderne. On pourra y revenir, et ne serait-ce que parce que je trouve qu'ils sont intéressants d'un point de vue heuristique. Je travaille principalement sur la période qui s'étend du début du XVIe siècle jusqu'aux années 1820, c'est-à-dire avant le sultanat de Zanzibar et l'économie de plantation sur la côte orientale de l'Afrique. Le monde swahili occupe alors la côte est-africaine, depuis le sud de l'actuelle Somalie jusqu'au centre du Mozambique, et également avec des prolongements dans le canal du Mozambique, notamment aux Comores. Le long de cette côte se développent des bourgs et des villes, à partir des 7e, 8e siècles, qui jouent un rôle d'intermédiaire entre l'océan Indien et l'arrière-pays, donc les réseaux commerciaux de l'océan Indien, qui sont très anciens, et l'arrière-pays est-africain, ou malgache. Voilà, vous avez ici des exemples de cartes. Donc c'est un monde de mangroves, de récifs coralliens,
Voici la plus ancienne mosquée au sud du Sahara. Elle date de la fin du 8e siècle, dans l'archipel de Lamou, dans un site qui s'appelle Shanga. Donc c'est un monde où l'islam est présent depuis très longtemps. Voilà, une grande mosquée ici qui date du XIVe siècle sur une mosquée plus ancienne, la mosquée de Kilwa, que vous voyez aussi ici. Une autre mosquée à Pemba. Des villes en pierre, mais également des bourgs et des villages. Voilà, le site de Songomnara en Tanzanie, qui a été très bien fouillé par des collègues anglophones. Voilà, des tombes, ou ici un site d'une ville qui s'appelle Pathé, que j'ai beaucoup étudié pour ma thèse. Progressivement, les habitants de la côte est africaine élaborent une culture africaine spécifique que l'historiographie appelle la culture swahili, qui repose sur l'islam, sur la langue swahili, et un mode de vie et des qualités morales considérés par les habitants de la côte eux-mêmes comme liés à la ville, associés à la ville. Une urbanité ou civilisation, c'est le terme uungwana qui est utilisé en swahili, qui est opposée dans les récits, dans les discours portés par les élites urbaines, j'y reviendrai, à la prétendue barbarie des sociétés voisines, donc des sociétés de l'arrière-pays du continent, des sociétés dans lesquelles l'islam ne s'est pas diffusé, ni un mode de vie urbain. Ce discours, tenu dans les mythes ou dans les récits swahili, repris ensuite par les observateurs européens, masque en réalité, comme je l'ai montré dans mes travaux, une porosité et une interdépendance en réalité beaucoup plus forte avec les sociétés environnantes. C'est aussi, ce discours, un outil de légitimation très puissant et de domination pour les élites, mais aussi pour d'autres urbains, en particulier dans le cadre de l'esclavage. Peut-être on pourra rediscuter de la question de la période moderne, mais je voudrais simplement dire en quelques mots que je suis un ardent partisan de l'étude de cette période pour l'histoire de l'Afrique, donc en gros du milieu du XVe siècle jusqu'au milieu ou la première moitié du XIXe siècle, on pourrait en discuter. C'est une période qui est assez mal aimée, souvent négligée par la recherche en histoire de l'Afrique et par les publications générales sur l'histoire de l'Afrique. Mal aimée parce que, alors d'abord, elle est beaucoup étudiée par des gens qui sont plutôt des spécialistes des mondes coloniaux d'Ancien Régime, des spécialistes de la traite, des spécialistes de l'expansion européenne, et moins par des spécialistes de l'Afrique. Et également parce qu'il y a du côté des historiens de l'Afrique, eh bien, il faut bien le dire, une certaine difficulté avec cette époque moderne à valoriser l'histoire des sociétés africaines, à la mettre en avant en raison, bien entendu, du poids de la traite. Il est plus facile de valoriser l'histoire africaine médiévale autour de grandes figures, de grands royaumes, comme le sultanat du Mali, comme Mansa Moussa, etc. Et ce n'est pas un hasard si le détenteur de la première chaire d'histoire de l'Afrique au Collège de France, récemment élu au Collège de France, malgré des nuances, a valorisé cette image-là de l'histoire de l'Afrique quand il a fait campagne pour entrer au Collège de France. Il ne s'est pas trop appuyé sur les siècles qui suivaient. Bref, les sociétés africaines auraient été arrimées, en gros, pour le mieux à la mondialisation au Moyen-Âge et, en quelque sorte, avec tous les guillemets nécessaires, pour le pire à l'époque moderne, comme victimes, voire complices. C'est évidemment une approche simpliste qui nous fait passer à côté d'un monde et d'interactions beaucoup plus complexes, comme le montre par exemple Gérard Chouin dans ses travaux sur le golfe de Guinée, où il montre à quel point la présence des Européens était précaire sur ces côtes, ou comme je l'ai montré aussi à propos des Portugais sur la côte orientale de l'Afrique. Et puis il y a un dernier point aussi qui me semble important par rapport à cette période que j'appelle moderne de l'histoire de l'Afrique, c'est qu'étudier ces siècles qui précèdent le XIXe siècle est aussi, je crois, un bon moyen d'éclairer certaines mutations, parfois très profondes, que connaît le continent au XIXe siècle. Le XIXe siècle, c'est vraiment un siècle de mutations très profondes dans beaucoup de régions africaines. Remonter un petit peu plus dans le temps, disons XVIIe, XVIIIe siècle, peut nous aider à mieux comprendre certains de ces phénomènes. Je ne vais pas revenir sur mes sources, disons qu'elles sont très, très diverses. En bonne historienne de l'Afrique que je suis, l'archéologie que j'utilise beaucoup, les chroniques, les récits swahili. J'ai fait un petit peu de terrain d'enquête orale, mais je travaille
surtout avec ces choses-là. Voilà, j'aime bien les montrer parce qu'en fait, les gens n'ont pas toujours idée de ce sur quoi nous travaillons. Je travaille beaucoup sur des récits swahili, mais malheureusement, ils sont peu nombreux. Et principalement, la masse de mon corpus, ce sont les archives de l'Empire portugais d'Asie, puisque la côte est-africaine était un territoire sous l'autorité du vice-roi des Indes portugaises à Goa. Donc voilà le type de document que j'étudie, tiré des archives de Lisbonne ou de Goa. Voilà, alors vous voyez, parfois, il faut vraiment y aller à la loupe, et mes yeux se sont beaucoup fatigués sur ce type de document. Voilà, ça peut être aussi un peu plus lisible. Et c'est aussi dans ces archives, ici les archives de Goa, que l'on trouve le plus ancien document écrit en adjami, c'est-à-dire dans une langue africaine écrite en alphabet arabe, ici, 1711, une lettre de la reine de Kilwa, Sultani Fatima, qui écrit à un correspondant qui est en contact avec les Portugais en 1711. Et l'original de cette lettre, il y en a d'autres, se trouve à Goa. Donc vous voyez, un corpus extrêmement riche. Et ce filon documentaire, le potentiel des archives européennes pour l'époque moderne, demeure encore trop peu exploité. Je voudrais insister là-dessus, quelle que soit la région. Ça vaut pour l'Afrique de l'Est, mais aussi pour l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale, côtière, bien entendu. Cette documentation peut nous offrir une image vraiment renouvelée des sociétés africaines de ces époques, et parfois aussi peut nous permettre d'aller au-delà des problématiques habituelles, c'est-à-dire des questions de pouvoir, de commerce, de marchands, de trafic des esclaves. Mais il y a d'autres produits, bien sûr, qui sont vendus sur les côtes, et c'est ce que j'ai voulu faire dans mon étude des rapports sociaux sur la côte swahili des 16e, 18e siècles. La société swahili ancienne, c'est une société qui est stratifiée, mais les statuts sociaux, ils sont bien souvent plus fluides qu'ils n'y paraissent. Par exemple, il n'y a pas de nobles ou de roturiers, des catégories qui peuvent être parfois beaucoup plus rigides, en particulier dans la France d'Ancien Régime, mais aussi dans certaines sociétés africaines. L'esclavage est présent, mais comme ailleurs en Afrique, les statuts de dépendance sont divers, évolutifs et liés par un continuum. De multiples critères contribuent à définir le pouvoir ou la position sociale dans ces villes swahili, et en particulier la richesse, qui joue un rôle essentiel. Par ailleurs, la majorité des Swahili, eh bien, ce ne sont pas des grands marchands qui habitent dans ces maisons que je vous ai montrées tout à l'heure, ces grandes maisons en pierre. Hein. La majorité des Swahili, eh bien, ce sont des petits vendeurs, des hommes, des femmes, des pêcheurs, des agriculteurs, des artisans, etc., de statut libre, non libre ou dans divers statuts de dépendance. L'hétérogénéité de ce corps social m'a toujours fasciné, les tensions internes aussi à ce corps social, mais mon corpus documentaire, lui, bien évidemment, il se focalise presque exclusivement sur les élites, l'historiographie aussi, malheureusement. C'est pourquoi j'ai essayé de faire une histoire des rapports sociaux et du changement social dans cette région de l'Afrique précontemporaine. C'est une tâche assez frustrante, mais un défi qui, je crois, mérite d'être relevé. Comme pour d'autres questionnements, cela passe par une approche constructiviste qui encourage la réflexion sur la construction et l'usage des catégories sociales, d'une part en tant que catégories construites par les acteurs historiques, qui sont le produit de représentations collectives et de rapports de pouvoir situés dans le temps, et également, d'autre part, en tant qu'objet de recherche et de classification manipulés par l'historien. C'est une démarche dont les spécialistes de l'Afrique contemporaine sont plutôt familiers, hein, et vous l'avez évoqué déjà. À ma modeste échelle, j'ai essayé d'y contribuer pour l'époque moderne, même si c'est beaucoup plus difficile. Évidemment, dans les travaux portant sur le précontemporain, je l'ai dit tout à l'heure, hein, la place accordée aux élites, elle est écrasante, les pouvoirs dirigeants, les lettrés, parfois les familles marchandes qu'on voit apparaître, parfois aussi les esclaves. Ça tient bien entendu à une pénurie documentaire, hein. On le sait, ces sources insistent avant tout sur les chefs, les religieux, les lettrés, etc. Mais un examen attentif de ces sources, et en particulier des sources européennes, peut nous permettre de repérer des choses un petit peu plus complexes et de sortir de cette focalisation exclusivement sur les élites ou sur les conflits entre les élites ou sur le commerce. Je me suis, par exemple, intéressé aux esclaves dans le cadre agricole. Ma question était la suivante.
l'économie de plantation qui se développe au XIXe siècle sur la côte est-africaine, à partir de Zanzibar, a-t-elle des racines plus anciennes, et peut-être en partie des racines locales? Donc, essayer de remettre un peu du swahili et de la longue durée dans cette histoire-là. Mais comment distinguer dans la documentation, qui est la mienne, donc XVIIe, XVIIIe siècle, d'un côté, les gens qui sont des dépendants, mais qui n'ont pas un statut servile, des clients, des gagés, etc., souvent nombreux dans les sociétés africaines, et de l'autre, les véritables esclaves, marchandises, et ce qu'on appelle chattel slavery, ou esclaves marchandises, issus du marché. L'analyse de centaines de folios d'archives portugaises, d'autres sources aussi, un travail assez fin sur le vocabulaire qui m'a fait beaucoup transpirer, il faut bien le dire, m'a permis de montrer que, eh bien, on trouvait sur la côte est-africaine des XVIIe, XVIIIe siècles des gens qui n'étaient pas que des esclaves, qu'il existait d'autres types de dépendants, et par exemple, à travers des mentions de personnages swahili importants, de patrons swahili, dont il était dit dans les textes portugais que tel ou tel personnage avait à la fois, je cite, ses cafres, c'est-à-dire, si on analyse la documentation, ses clients, et ses nègres, c'est-à-dire ses esclaves. Donc un même personnage pouvait avoir des clients, en général rémunérés d'ailleurs, contre des tissus, et de l'autre, des esclaves. En parallèle, en travaillant sur l'étude des flux et de traite et des flux de produits agricoles, j'ai pu montrer que l'économie de plantation du XIXe siècle ne pouvait pas se résumer à l'influence des Omanais, donc à une dynamique extérieure, ou à d'autres facteurs extérieurs propres au XIXe siècle. L'économie agricole swahili employait des esclaves, certes en petit nombre, mais de façon non négligeable, en tout cas dans les îles relativement éloignées du continent, que ces esclaves, petit à petit, avaient également été accumulés sur l'île de Zanzibar, y compris sur des terres rurales, mais avant l'économie de plantation. Que l'on mettait des esclaves sur l'île, parce qu'il y avait de la traite, mais pas seulement parce qu'il y avait de la traite, parce que ces esclaves offraient un capital social et symbolique à leurs maîtres dans le cadre de rivalité, d'une compétition sociale entre ces élites. Alors qu'ailleurs, on pouvait aussi accumuler des esclaves pour une production exportatrice, agricole exportatrice, mais qui ne relevait pas encore d'une économie de plantation. Voilà, une conclusion qui m'avait semblé vraiment intéressante. Hélas, je ne peux pas vraiment aller au-delà du fait des lacunes de mes sources. Par exemple, je ne peux pas évoquer autrement qu'en des termes très généraux les relations entre patrons et dépendants. C'est extrêmement difficile d'évaluer le degré d'autonomie de ces dépendants, ou d'avoir une idée même très vague du vocabulaire de la dépendance, ou encore du passage d'un statut à l'autre. Comment passait-on à cette époque-là du statut de esclave à client ou dépendant d'un maître, ou bien libre, non dépendant. Alors, on sait que l'étude de la dépendance dans l'Afrique du XIXe siècle est délicate, et elle est encore plus frustrante pour l'époque moderne. En deux mots, pour terminer, je ne sais pas trop où j'en suis. J'ai encore un peu de temps ? Non. On a aussi, et on continue d'aborder la société swahili et les sociétés africaines pré-contemporaines par le haut, et en particulier par le discours tenu par les élites, à travers les récits, à travers les chroniques, mais aussi à travers l'ethnographie de la fin du XIXe siècle, ou des travaux anthropologiques ou ethnologiques conduits dans les années 50-70, comme ça a été beaucoup le cas sur la côte swahili. Et on définit en grande partie ce que l'historiographie appelle la culture swahili par rapport à ces normes et à ces modes de vie exhibés par les élites swahili. Mais qu'en était-il des autres catégories sociales? Quel était leur rapport à cette culture urbaine, leur rapport à l'islam, leur rapport à l'arrière-pays continental? Eh bien, c'est extrêmement difficile à étudier, mais j'ai quand même pu, là encore, en creusant au maximum mes sources, et notamment des documents aussi difficiles à lire que celui-là, montrer que cette société swahili, elle était beaucoup plus hétérogène, beaucoup plus fluide que le discours porté par les élites, et plus tard donc par les érudits, les administrateurs coloniaux, les anthropologues et encore certains historiens
et archéologues, et en particulier que certains groupes sociaux ne se conformaient pas ou n'ont pas cherché à se conformer complètement à ce modèle exhibé par les élites swahili. De même, et je terminerai là-dessus, les Swahili ont des voisins, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont des sociétés qui n'ont pas adopté l'islam, pour l'immense majorité d'entre elles, et un mode de vie urbain. En tout cas, pas avant le XIXe siècle, et même parfois la fin du XIXe siècle ou le XXe siècle. On a toujours présenté les Swahili comme des dominants dans cette relation. Les Swahili avaient accès à l'islam, ils avaient accès au réseau de l'océan Indien, ils avaient accès à la civilisation, entre guillemets, et donc ils dominaient leurs voisins. Si on analyse un peu plus très en profondeur ces documents, eh bien on voit qu'en réalité les Swahili sont loin d'être d'une part toujours les dominants, ils sont souvent en réalité en constante négociation avec leurs voisins, les prétendus barbares de l'arrière-pays, d'une part, et d'autre part, ces groupes de l'arrière-pays n'ont pas adopté la culture swahili, n'ont pas cherché à l'adopter avant le XIXe siècle, et même encore, parfois encore aujourd'hui, notamment dans l'arrière-pays de Montpassat. Il faudrait donc sortir un peu d'une approche ethnocentrique du monde swahili, sortir d'une approche swahili-centrique du monde swahili, et regarder les Swahili non plus depuis la mer ou depuis les villes, mais depuis le continent. C'est évidemment un défi. J'aimerais bien le relever. C'est une question que, voilà, il reste le reste de ma carrière pour essayer d'y répondre. Ça va être difficile. Mais sortir déjà de ces catégories, se détacher de cette ethnographie et de ces lieux communs qui, et tu l'as dit un peu, Pierre Voilet, dont on a parfois encore du mal à se défaire, est déjà, je crois, un premier pas. Voilà. Merci. Bien, merci Thomas de nous avoir montré justement à la fois combien ces thèmes pouvaient être en partie émergents et en tout cas la complexité de ce genre d'études. Bon, je te rassure tout de suite, tu es encore jeune, donc tu vas pouvoir continuer à travailler. Et je vais passer donc la parole à Samuel Sanchez. Alors, est-ce que je dois te passer peut-être aussi la souris et le truc? Oui. Alors, je ne sais pas si tout ça est faisable, mais voilà. Donc Samuel Sanchez, donc sur les royaumes malgaches, mais tu vas te présenter toi-même. Ah, voilà. Bonjour, merci beaucoup de cette invitation à participer à ce jubilé de Paris 1. Donc, je vais parler ici d'un espace qui est un peu singulier dans le champ des études africaines, tant au point de vue culturel, mais aussi, je dirais, dans la tradition académique. Et je vais ensuite, après avoir parlé de cet environnement qui est celui des études sur Madagascar, je vais expliquer aussi, donc c'est ce qu'on nous avait demandé, c'est ce que Thomas a rappelé, de décrire comment on fait notre histoire, quels sont nos thèmes de prédilection. Donc l'océan Indien est un espace qui finalement se constitue en bordure de l'Afrique de l'Est, qui partage bien des traits culturels et linguistiques avec l'Afrique de l'Est. Et l'histoire donc on est souvent invité à penser ensemble l'océan Indien avec l'Afrique orientale. C'est ce qu'on fait avec Thomas notamment, tant les liens sont nombreux dans la longue durée entre donc ce qui apparaît comme un petit continent, Madagascar, et l'Afrique, le grand continent. Mais les îles de l'océan Indien, on peut dire, constituent un espace de frange véritablement, dans la mesure où les liens avec l'Asie sont très anciens, très profonds. Il y a une extraversion vers le Moyen-Orient et l'Asie, qui est donc pas unique aux îles de l'océan Indien, c'est aussi le cas, comme l'a montré Thomas, en Afrique de l'Est. Mais dans les îles, et en particulier à Madagascar, le lien avec l'Asie est particulièrement fort à travers l'histoire de la migration qui a peuplé cette île en partie, à travers la linguistique, puisqu'on a une langue austronosienne, à travers l'organisation sociale, à travers les principes religieux de l'ancestralité qui sont fortement liés à l'Asie du Sud-Est, à travers aussi des relations commerciales historiques avec l'Inde en particulier.
Donc la singularité de cet espace a été saisie très tôt, et c'est, pourrait-on dire, renforcé à l'époque contemporaine du fait de l'émergence d'un espace impérial français dans l'océan Indien qui a rassemblé les Comores, Madagascar et les îles Mascareignes, c'est-à-dire la Réunion et l'île Maurice, dans un océan Indien insulaire francophone qu'il a en quelque sorte isolé d'un environnement de l'Afrique de l'Est qui est devenu anglophone. Donc il y a des traditions historiographiques séparées qui sont issues de cette histoire, on pourrait dire. Donc Madagascar a constitué une part assez singulière, importante aussi de l'africanisme français, à tel point que les chercheurs qui travaillent sur donc la grande île, on dit, ou le petit continent, ont souvent été désignés donc comme des malgachisants, illustrant ainsi voilà, une sorte de frontière avec ce qui était alors l'africanisme. Donc les études sur Madagascar s'ancrent véritablement depuis le 19e siècle dans une tradition historiographique aussi en langue malgache, puisque à ce titre Madagascar est un pays assez original, une historiographie en langue malgache, une historiographie en langue anglaise, française, donc qui s'est aussi constituée, alors surtout pour ce qui est du côté français, dans une forme d'orientalisme érudit, qui a sans doute d'ailleurs bien des similitudes avec les études éthiopiennes. Donc, parallèlement à l'EHESS et à Paris 7, donc là je viens sur le plus contemporain, donc deux pôles essentiels pour les études sur Madagascar et l'océan Indien, l'université de Paris, donc puis l'université de Paris 1, a été un lieu, donc surtout à travers le CRA, le MAL, puis l'IMAF, une institution en tout cas qui a contribué à faire vivre ce champ des études sur l'océan Indien et sur Madagascar dans un lien fort aussi avec l'africanisme. Alors on peut citer à ce titre deux personnes importantes importantes pour les études sur Madagascar qui ont été affectées ici à l'université de Paris puis Paris 1. C'est Hubert Deschamps qui a été cité tout à l'heure, qui est vraiment typique de cette génération d'administrateurs ethnographes qui a été travaillé par Sophie Duluc, comme tu disais tout à l'heure, donc ancien administrateur colonial, qui a été affecté dans le sud de Madagascar, auteur d'une thèse d'ethnologie en 1938 sur les Antesak, qui est un groupe du sud de Madagascar, qui a été un écrivain prolixe sur Madagascar, qui connaissait la langue aussi. C'est l'auteur d'un ouvrage qui a été publié en 1960 et qui a été une référence pour les études sur Madagascar jusqu'il y a quelques années, puisqu'il n'y avait pas d'ouvrage général sur l'histoire de ce pays. Voilà, donc Hubert Deschamps, avec ce lien avec le colonialisme. Ensuite, on a bien plus tard Jean Frémigacci, qui a été affecté à Paris 1 en tant qu'enseignant-chercheur à la fin des années 80 jusqu'au milieu des années 2000, qui lui était on pourrait dire un fruit de la coopération française à l'université d'Antananarivo, qui a travaillé sur la colonisation, l'histoire de la colonisation très minutieuse. Et ensuite, après la fusion, avec la fusion avec le Centre des études africaines de l'EHESS, on a donc d'autres chercheurs comme Philippe Beaujard, anthropologue, qui a longuement travaillé aussi et de manière très très riche sur les sociétés de l'océan Indien. Donc vous voyez, il y a dans l'institution, on pourrait dire, une continuité depuis de longue durée en fait, sur cette approche, sur ce lieu particulier dans le regard dans les études africaines. Alors, aujourd'hui, à l'IMAF, nous sommes deux avec Violaine Tissot, qui est au CNRS, a travaillé sur Madagascar, et avec Thomas, ici présent, nous organisons un séminaire sur l'histoire de l'océan Indien. Et on peut dire que, vous voyez, il y a aussi tout ce soubassement derrière qui est largement le fruit aussi de ce qui s'est fait à Paris 7 depuis les années 70, autre filiation qu'on retrouve maintenant, puisque moi, comme Violaine, nous avons été formés à Paris Diderot par Far Radzaona, qui est une ancienne professeure des universités à Antananarivo, qui est ensuite devenue PR à Paris Diderot. Voilà, donc je vais, après cette petite introduction pour montrer cet arrière-fond, je vais essayer de restituer le cheminement de mes recherches, qui laisse donc, et là vous voyez, il y a différentes universités, mais qui partagent. Moi, je suis de Paris Diderot, j'ai fait tout mon cursus là-bas, mais on a à peu près les mêmes racines idéologiques, méthodologiques.
c'est-à-dire l'idée de la méthode de la pluridisciplinarité, l'influence de l'anthropologie, très importante, l'usage des sources orales, bien sûr, mais l'observation des rites, l'usage des archives en plusieurs langues, la confrontation d'archives en plusieurs langues, aussi le regard contradictoire sur des historicités qui ne sont pas les mêmes. Ça, je pense, c'est très important également. Donc ça, ce sont, je crois, des aspects qui font un peu la singularité de notre façon de faire, hein, qui se distinguent, comme tu l'as très bien dit, de l'histoire impériale, de l'histoire globale. Et donc, on est en quelque sorte, moi je dis souvent ça, c'est qu'on finalement on fait aussi de l'histoire connectée. On a fait depuis longtemps l'histoire connectée avant que le label ne soit diffusé. Voilà. Donc c'est un petit peu ça que je vais essayer de montrer à travers mes propres recherches. Donc mes propres recherches, elles portent donc sur des phénomènes de mondialisation saisis à la fois dans l'économie, la sociologie, le politique, donc c'est un peu global, on va dire, de la fin donc, du XVIIIe siècle, début XIXe siècle, jusqu'au début du XXe siècle. Et dans mes études doctorales, j'ai montré comment donc, Madagascar est passé au XIXe siècle d'une intégration dans un ensemble indiano-océanique, donc c'est à travers des échanges et des représentations qui étaient jusqu'au début du XIXe siècle majoritairement polarisées par le nord de l'océan Indien, Zanzibar, l'Oman, le Gujarat, donc plutôt voilà, dans la foulée de ce qu'a montré Thomas, c'est-à-dire l'ancien monde de l'océan Indien, pour reprendre les termes de Philippe Beaujard. Et donc, au XIXe siècle, on assiste à une incorporation de cette région dans le monde atlantique à travers la montée en puissance de l'Europe et de l'Amérique. Donc, vous voyez, quelque part, ça aurait pu me conduire à une histoire impériale, vous voyez, à une diffusion de l'Empire. Donc cette diffusion se fait à travers l'impérialisme politique et économique de l'Europe. Alors moi, ce qui m'avait interpellé initialement, c'est justement, après un voyage dans le nord de Madagascar, une ville abandonnée qui s'appelle Maruduka, qui se situe dans l'île de Nosibé, à l'extrême nord de Madagascar. Vous voyez ici, tout au nord, vous voyez cette île. Donc il y a tout un ensemble urbain abandonné qui aujourd'hui a disparu simplement puisqu'il a été rasé intégralement depuis, et qui en fait m'a interrogé sur cette ancienneté de ces relations et sur leur disparition en fait. Donc ma thèse a été on peut dire une enquête pour essayer de comprendre comment cette civilisation orientée vers l'océan Indien du Nord en quelque sorte. Vous voyez, là, on voit une mosquée qui était donc Bora Daoudi, c'est un groupe chiite du nord-ouest de l'Inde, qui est complètement abandonné. Mais au 19e siècle, en fait, cette ville a été un des principaux moteurs du commerce dans l'ouest de Madagascar et dans le canal de Mozambique. Donc voilà, ici, je vous ai mis des photos de ce que c'était au 19e siècle, enfin au tout début du 20e siècle, au moment où la ville a commencé à péricliter du fait de la puissance des réseaux, de la montée en puissance des réseaux économiques français, enfin allemands d'abord, puis français. Donc tout ça, je l'ai décrit dans ma thèse. Donc vous voyez, cet endroit était une sorte de zone contact entre des monarchies malgaches, des réseaux swahili, des réseaux indiens et des réseaux aussi venant des Mascareignes français. Et donc il y a une historiographie coloniale qui existait sur cette région-là. Mais après la lecture des anthropologues, notamment Jean-François Barré, Paul Ottino, Gérard Altab, Philippe Beaujard, et bien sûr Farhad Zaona, ma directrice de thèse, je me suis orienté sur quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire d'essayer de croiser une histoire donc de ce changement à travers à la fois donc je passe un peu, voilà, à la fois donc une approche statistique de ce changement. Comment peut-on le saisir d'un point de vue quantitatif à travers des sources douanières en particulier? D'où vient le textile? Comment ces changements économiques, on peut les saisir? Et en même temps de le relier à une histoire des monarchies. Et ça, je l'ai fait de manière tout à fait, radicalement différente. Donc là, on a une approche par les sources classiques, des archives quantitatives coloniales, voilà, de la saisie statistique. Et en même temps, donc, je me suis intéressé à l'historicité malgache, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il s'était passé au 19e siècle dans cette région. Et donc, j'ai mis en relation, si vous voulez, cette approche quantitative avec une approche d'anthropologie et de terrain, en fait, d'enquêtes orales,
en particulier d'observation des rites pour saisir l'historicité sakhalave. Donc là, on est dans des zones où des monarchies existent depuis, des monarchies sakhalaves existent depuis les années 1830 et elles sont encore présentes. Donc j'ai largement été chercher de ce côté-là pour essayer de comprendre finalement ce qu'il s'était passé à cette époque-là. Donc c'est du croisement de sources écrites par les Français en particulier. Et là, on voit, donc là, ici, j'ai mis à titre un peu illustratif, mais c'est une lettre donc d'une reine sakhalave qui écrit donc en langue arabe avec des scribes qui viennent sans doute de Zanzibar, qui s'adressent au gouverneur de Bourbon, donc à la Réunion. Donc on a plein d'interactions de ce genre que j'ai pu relater à travers la confrontation d'archives. Et en même temps, je ne voulais pas passer à côté de l'historicité en fait au sein de la société sakhalave. Donc j'ai pu faire un certain nombre d'enquêtes notamment en suivant des rituels de possession. Voilà. Donc c'est des possessions, c'est long à décrire, je vais pas le décrire ici, mais c'est des possessions où des souverains donc qui sont rentrés dans des sortes de panthéons. Possèdent des vivants et il y a des sortes de chroniques orales, chroniques historiques qui sont relatées, des généalogies qui permettent en fait d'avoir un autre regard sur cette période de changement économique et politique. Voilà, donc là, j'ai mis ces quelques photos, mais qui montrent que, c'est aussi, je pense, une question. Voilà, quand on parle d'histoire connectée, je pense que c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que c'est aussi un dialogue entre différentes façons d'entrevoir le passé et différentes historicités, en fait. Notre historicité avec nos méthodes de la confrontation de sources, et puis aussi, ça fait partie des sources à analyser, mais comme discours, en quelque sorte. Voilà, donc là, bon, je passe un petit peu sur cela. Mais donc voilà, donc mon approche a visé au cours de ma thèse à comprendre ce changement tout en me distançant des approches impériales, aussi des approches dépendantistes. Donc il s'agissait, là je rejoins ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire de comprendre la dynamique interne des sociétés malgaches et aussi des réseaux Antalaucha, c'est-à-dire des Swahili de Madagascar, on pourrait dire entre guillemets. Et voilà, donc ça a été un peu mon entrée dans l'histoire de Madagascar. Donc après la thèse, j'ai commencé j'ai changé de terrain, dirait-on, de zone de recherche, puisque j'ai commencé à travailler sur l'histoire du principal royaume de Madagascar, qui s'appelle le royaume Merne. On l'appelait aussi le royaume de Madagascar au 19e siècle. Donc vous avez une carte, donc il était centré autour d'Antananarivo, qui est une des plus grandes villes d'Afrique subsaharienne, enfin si on considère que ça fait partie de l'Afrique subsaharienne, au 19e siècle. Vous avez ici quelques clichés qui datent de la fin du 19e siècle, mais qui montrent quand même qu'une organisation à la fois urbaine dans la ville d'Antananarivo, qui s'est développée considérablement dans la première moitié du 19e siècle, et la constitution d'un véritable, alors certains historiens parlent même d'empire Merne, parce qu'il y avait une armée importante avec des dizaines de milliers de soldats, et c'est une monarchie qui est sortie des hauts plateaux de Madagascar, des hautes terres de Madagascar, et qui, depuis les années entre 1820 et 1895, n'a cessé de croître et de conquérir, d'acquérir une forme d'hégémonie en fait sur l'île de Madagascar. Donc je me suis orienté sur cette histoire de ce royaume dans la foulée de plusieurs historiens qui ont travaillé dessus avant moi, notamment Françoise Raison, Gwyn Campbell et Pierre Larsson, donc des historiens donc français, gallois et américains. Et donc après la thèse, j'ai commencé à travailler sur ça, et donc je vais maintenant parler de la manière de faire, puisque on est dans un cas un peu exceptionnel de l'histoire de l'Afrique, puisqu'on est dans un territoire donc, qui a produit des sources écrites depuis le début du 19e siècle. Donc on est dans une civilisation de l'écrit et de la bureaucratie qui est importante.
et qui est finalement encore relativement peu travaillé aujourd'hui. Donc c'est ce à quoi je m'attelle depuis quelques années maintenant, notamment en travaillant donc sur un aspect qui relève de l'histoire économique et sociale, enfin de l'histoire de l'économie politique, on pourrait plutôt dire. Donc je travaille essentiellement sur la question de la fiscalité et des questions économiques au sein de ce royaume. Alors cela est rendu possible, comme je l'ai dit, parce que nous avons la chance d'avoir des archives assez nombreuses, produites par l'administration Merne, et qui sont des archives à la fois donc des rapports de province, des rapports de conquête, des comptes rendus de campagne militaire, où l'analyse, où la quantification est un souci permanent. C'est-à-dire que l'administration Merne a, au gré de la conquête, produit du chiffre en quantité. Mais quand je parle de quantité, c'est-à-dire, je ne plaisante pas, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gros bottins avec des registres de pillage de ressources dans certaines régions et aussi donc de collecte d'impôts. Donc c'est sur quoi je travaille. Alors évidemment, quand on dit ça, souvent, ça déchaîne pas les passions parce que justement, ça donne. Voilà. Alors, vous voyez là, je vous ai mis quelques images qui montrent comment le royaume Merne s'est approprié de nombreux éléments de la culture matérielle européenne et américaine, enfin en tout cas on pourrait dire du monde Atlantique Nord. Et donc je vais montrer, voilà, là on a quelques sources, voilà, c'est ce que je voulais surtout vous montrer. Donc on a des sources de ce type qui sont des rapports de province. Donc vous voyez, c'est pas forcément très normé comme source, mais enfin on a des quantifications de taxes, de tribus variées. Nous avons ici là des vrais registres comptables sur des rituels. Alors j'ai travaillé beaucoup là-dessus ces dernières années. Donc évidemment c'est une analyse quantitative, mais c'est aussi pour bien faire cette analyse-là, il faut faire preuve d'une analyse qui touche à l'anthropologie de la valeur, qui touche aussi à la compréhension des systèmes tributaires et lignagés, et bien sûr une connaissance très fine de la géographie, puisque les toponymes ont parfois évolué depuis, donc c'est extrêmement compliqué. Donc là, voilà, j'ai mis quelques exemples de sources que je traite. Alors, déjà, pour comprendre le système économique malgache à cette époque-là, il faut comprendre c'est quoi la monnaie sur place. Donc les monnaies, ce sont essentiellement, vous voyez, des monnaies d'argent, mais qui sont adaptées au marché local à travers donc un système de coupe. Donc là, je vous ai mis quelques exemples, et donc ici, la quantification qu'on retrouve, donc ce sont des monnaies d'argent, ce sont des monnaies qu'on retrouve partout dans le monde à l'époque, la piastre de Marie-Thérèse, on la retrouve partout en Afrique, en Asie aussi. Donc quand on voit par exemple ici ces lignes comptables là, en fait vous avez un reflet à la fois des piastres complètes, et les décimales que vous voyez en fait ce sont des unités de fragments d'argent. Donc ça suppose quand même une certaine... voilà, j'ai fait des tableaux pour essayer de comprendre comment ça marchait, c'est compliqué. Puisque c'est évidemment, c'est pas à la dizaine, c'est au plus petit, c'est un 720e de poids. Donc dans les marchés, l'État malgache avait opéré une surveillance des poids et mesures, puisque tout était pesé sur les marchés. Il y avait un système complexe. Mais en tout cas, l'administration, elle a évalué le versement des tribus à travers cette évaluation-là. Donc, c'est nécessaire de faire ça, c'est un préalable méthodologique important. Deuxième préalable, c'est les poids et mesures. Là aussi, on est dans un système qui n'existe plus aujourd'hui, qui est plus usité, mais que j'ai travaillé. Du coup, on arrive à faire des équivalences kilos, mi-facha. Bon, il y a des différentes expressions qui désignent 120 litres, voilà, des unités de mesure de riz. Tout ça, il est nécessaire de comprendre tout ça avant de pouvoir analyser ce que je veux vraiment analyser, c'est-à-dire les inégalités régionales, la capacité de l'État à opérer sa pression économique sur des régions vaincues,
Est-ce que ces régions sont perdantes dans leur rentrée dans le royaume ou pas? Vous voyez, c'est des questions que j'essaie de poser, et même des questions toutes basiques, mais qu'on ne connaît pas. Mais c'est simplement combien y avait-il d'habitants dans tel ou tel type de région, des recensements, tout ça, on peut le faire grâce à ces sources, à condition de bien les travailler. C'est pas évident. Donc voilà, là, je suis un peu vous voyez, dans un balbutiement de ce type de recherche. Il y a aussi autre question que je me pose beaucoup à partir de ces sources, c'est la question de l'extraversion. Dans quelle mesure, et là ça touche l'histoire des globalisations et des mondialisations économiques, dans quelle mesure cet État qui a connu un essor sans précédent au cours du 19e siècle, s'est-il appuyé sur des ressources des douanes, de l'exportation des marchandises que demandait l'Europe en particulier? Ça a été un des motifs de grande discorde entre les Européens et entre la France, la Grande-Bretagne et le Royaume de Madagascar. Dans quelle mesure le protectionnisme économique lui a permis de prospérer? Tout ça, vous voyez, on peut le saisir à travers notamment les registres douaniers, puisque en fait, on dispose donc par port de registres avec toutes les taxes prélevées, avec un détail des marchandises exportées, avec un détail des taxes. Donc tout ça nous permet de comprendre mieux comment ce royaume s'est constitué, donc à la fois en interne à travers des relations tributaires avec des différentes composantes lignagères, et en même temps à l'extérieur à travers cette relation difficile avec les Européens, qui étaient des enjeux douaniers importants. Voilà. Donc, je ne sais pas combien de temps il me reste à peu près. Ouais, plus beaucoup de temps. Voilà. Donc voilà. Alors voilà. Donc je suis assez passionné sur ces questions-là en ce moment. Et voilà. Après, ça permet de faire des petites choses comme ça où on peut comprendre quelles sont les régions qui contribuent le plus à certaines prestations rituelles et lesquelles finalement sont les plus peuplées, lesquelles versent le plus. Et finalement, ça donne des indicateurs sur lesquels sont les plus riches, sans doute, ou en tout cas, ça donne des reflets aussi des inégalités à travers les provinces. Voilà, j'ai pris ce cas très intéressant qui montre donc comment les taxes sur les fusils nous permettent de comprendre que la pression fiscale est plus forte finalement dans certaines régions que d'autres. Enfin, on peut faire des hypothèses parce que finalement, ces archives, il faut les confronter aussi à d'autres, des sources extérieures également. Mais enfin, je suis assez optimiste sur la réalisation, même s'il y a beaucoup de travail statistique en particulier à faire. Voilà. Donc, ma perspective, c'est d'essayer d'aboutir à une meilleure compréhension finalement des fonctionnements économiques précoloniaux, finalement d'un État qui se constitue selon des principes de fiscalité qui sont relativement, enfin, qui sont à la fois dans la continuité de ce qui pouvait exister avant l'arrivée des Européens au début du 19e siècle, pas dans le mode colonial, mais dans un mode des missions religieuses, et d'essayer de comprendre justement cette mutation de l'État, finalement. Comment elle essaye de bâtir finalement une économie politique qui ressemble de plus en plus à ce qui se passe, ce qui est d'usage en Europe à ce moment-là. Et donc, ça, c'est le premier échelon. Et ensuite, ce qui m'intéresse le plus, c'est essayer de comprendre, évidemment, comment les crises globales et comment interviennent dans l'économie malgache. Et si, à partir de ces sources, on peut arriver à saisir l'étendue de crise mondiale dans des pays qui n'ont jusque-là jamais été vraiment étudiés sous cet angle-là. Typiquement, la Grande Dépression des années 1870, est-ce que on sait par différentes sources, des sources très qualitatives, qu'il y a des famines, mais on n'a pas de quantification réelle de ce qui se produit. Est-ce que ça a un impact sur la production? Est-ce que ça a un impact sur les exportations? Est-ce que les affaiblissements de l'Empire Merne à la fin du XIXe siècle sont dus à des crises économiques? Tout ça, on ne le sait pas trop jusqu'à aujourd'hui. Et on peut dire que c'est à peu près le cas dans la plupart des territoires en Afrique et même, on pourrait dire, en Asie aussi, dans bien des parties d'Asie. Bon, c'est donc un peu cet horizon-là que j'essaye d'entrevoir maintenant. Voilà, moi j'ai terminé.